Bonjour. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va? Bon. Bienvenue. Oui, je découvre. Oui. Donc c'est la première caravane de France. Il n'y a pas que du rhum, il y a des punchs, il y a des jus de fruits et il y a des épiceries fines et d'autres produits. Saïd Hamada, député de Marseille. Et donc si j'avais un dicton à vous donner, ce serait en comorien. Gassi Namna Wachende Wakaya. Nous sommes ce qu'ils ont été. Je vous laisse méditer. Vous faites pareil. Et Bonjour Saïd Hamada, vous êtes député de Marseille, de la 7e circonscription. Je vous remercie d'avoir accepté l'interview dans l'écrin politique sur nos filles. Alors parlez-nous de votre parcours à Marseille. Vous êtes né à La Réunion et vous arrivez à Marseille à quel âge? À 2-3 ans. Je m'en souviens plus, pour être très honnête. Et donc, oui, donc je suis né à La Réunion. Je suis le seul d'ailleurs de mes frères et sœurs à être nés à La Réunion. Donc j'arrive à 2-3 ans à Marseille, dans les quartiers nord de la ville. Et donc j'y ai grandi, j'y ai étudié, j'y ai travaillé, j'y suis maintenant élu. Donc c'est un territoire que je connais plutôt bien. D'accord, donc votre père est comorien, votre mère est réunionnaise et vous avez grandi dans les quartiers nord de Marseille. Ouais. Vous étiez un bon élève à l'école? Oui. J'allais dire un bon élève fainéant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'était service minimum. Et d'ailleurs, mon fils fait la même chose et c'est pas très bon. En fait, je me suis rendu compte que avoir 10 ou avoir 18, quand on est au collège, ça avait aucune incidence sur après le fait de passer en classe supérieure. Et donc je me retrouvais, notamment quand on passait par exemple de 6e à la 5e, avec ceux qui avaient eu 18, alors que moi j'avais eu 10. Et donc je me suis dit, ben, c'est pas la peine du coup de faire plus. Si avec 10 je peux passer la classe supérieure, donc je restais à 10. Et donc ça énervait beaucoup les enseignants, qui se gardaient pas de le mettre dans les bulletins de classe, et de noter à chaque fois peut faire mieux, et convoquer ma mère, il me disait bon, il faut qu'il travaille, il a la capacité pour le faire, et moi je voyais pas l'intérêt de le faire, donc c'est pour ça que je dis j'étais un bon élève fainéant, donc c'est de l'efficacité on va dire. D'accord, donc en fait vous étiez au collège, déjà en primaire et au collège, dans les quartiers nord de Marseille? Ah oui, parce qu'à moins de faire 10 km le matin et le soir, oui, j'avais pas le choix. Et comment ça se passe pour un enfant? Parce que les quartiers nord de Marseille, ce sont des quartiers en général difficiles. Hein. Plus difficile en termes d'éducation aujourd'hui qu'à l'époque. D'accord. Ce qui a changé, c'est que l'école, à l'époque, restait vraiment un vecteur d'ascenseur social. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. On avait des enseignants qui étaient extrêmement motivés, compétents, qui avaient une vraie expérience pédagogique, éducative, et donc ils sont parvenus à nous tirer vers le haut. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. D'accord, et donc vous êtes devenu un meilleur élève. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait devenir un bon élève? Quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille. C'est-à-dire que vivre sur ses acquis, à un moment donné, ça a ses limites. Et donc, en classe de seconde, où là, j'ai vraiment pris conscience que, comment dire, ceux qui avaient travaillé avant et qui n'avaient pas fait comme je l'avais fait, c'est-à-dire être à service minimum et juste écouter en classe, jamais faire ses devoirs, etc., parce que c'est ce que je faisais, parce que j'avais certaines capacités, mais du coup, en seconde, eux avaient une longueur d'avance parce qu'ils avaient appris à apprendre. Moi, j'avais jamais appris à apprendre. Après, je me suis rattrapé, mais voilà. Le déclic, honnêtement, il s'est fait tout seul quasiment à partir de 16 ans. Jusqu'à 16 ans, pour aller vite, j'écoutais mes parents, j'allais à l'école parce qu'on me disait d'y aller, je bossais quand on me disait de le faire. À partir de 16 ans, je me suis rendu compte que beaucoup des collègues avec qui j'étais avaient décroché. Certains commençaient déjà à être en prison. Et là, je me suis dit, tu as quand même la chance de pouvoir faire des études. J'ai rentré au lycée, là, c'était en seconde, de pouvoir faire des études, donc fais-le. Voilà. Fais-le, exploite cette chance, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Mais d'autres ont essayé, n'y sont pas arrivés, ils voyaient dans quel trouble ils pouvaient tomber. Et donc là, à ce moment-là, je me suis réveillé, entre guillemets, un peu tard. Et vous avez fait quoi comme bac alors? Un bac ES, économie. D'accord, et ensuite? Économie. Faculté d'économie et DEA de finance. Alors là aussi, au départ c'était pour le prestige.
et la possibilité de travailler dans des banques connues, reconnues. Et donc je suis allé 6 mois à Londres. C'était un stage, mais stage rémunéré. Enfin, et donc j'étais trader à Londres pendant 6 mois. Et ça a été 6 mois et pas 7 mois. C'est-à-dire que là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas un monde pour moi. Voilà. Gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça n'a jamais été mon truc. Enfin, je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Et donc je suis revenu à Marseille. J'ai dépensé l'argent que j'avais gagné. Et j'ai travaillé dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc j'ai fait de l'appui à la création d'entreprise pendant une dizaine d'années dans une structure de microcrédit qui a maintenant 400 salariés en France et dans les territoires d'outre-mer. Et ça me plaisait plutôt parce que j'étais pas sur du social, c'est-à-dire que j'avais envie d'aider les autres mais pas de faire du social. Et l'appui à la création d'entreprise permettait justement de permettre à des personnes de créer leur emploi, de créer leur entreprise, de s'en sortir par elles-mêmes et en même temps d'aider les personnes qui étaient en difficulté. Donc ça allait bien ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et j'ai fait ça une dizaine d'années dans plusieurs structures. Et j'ai même créé d'ailleurs une chambre de commerce franco-comorienne pour celles et ceux qui avaient envie de créer leur entreprise en lien avec les Comores ou aux Comores, parce qu'il n'y avait pas de structure, il n'y a toujours pas d'ailleurs de structure qui permettent de faire ça. Vous étiez très proche des associations comoriennes, parce qu'on découvre une interview où vous intervenez lors d'un événement dans une association comorienne et vous dites justement il faut savoir que les Comoriens à Marseille se comportent bien, parce qu'il y avait une espèce de mauvaise réputation. Vous disiez que les gens avaient tendance à dire que les Comoriens étaient des délinquants, qu'ils ne faisaient rien, et là vous remettez les choses à plat et vous dites que c'est faux, que les Comoriens font de très belles choses et puis sont des entrepreneurs, qu'il y a une pépinière de jeunes talents et vous vous impliquez auprès de ces associations. Oui, vous savez, la particularité de Marseille, c'est que vous avez plus de Comoriens ou de Français d'origine comorienne dans cette ville que dans la capitale des Comores. On appelle Marseille la 5e île. Et donc, vous avez une vraie, il y a une vraie acculturation sur tout ce que peuvent être les racines, notamment au niveau des Comores, et sur ce que les Comoriens font, ou les Français d'origine comorienne dans cette ville. Et donc, il y a évidemment des personnes qui dysfonctionnent, entre guillemets, et malheureusement il y en a de plus en plus, parce que les morts qu'on connaît aujourd'hui dans les quartiers nord de Marseille, il y a aussi des Français d'origine comorienne qui sont impliqués, mais il y a aussi énormément de jeunes ou moins jeunes qui réussissent dans tous les domaines possibles, des médecins, des avocats, même un député, pareil. Ouais. Donc on arrive à faire des choses, et c'est vrai que ça c'est pas suffisamment connu et su. Voilà. On est une communauté extrêmement importante sur Marseille, 80 000 au moins, même si les chiffres c'est compliqué de les avoir. Une communauté qui est bien intégrée dans cette ville et sur laquelle à mon avis on ne s'appuie pas assez pour justement faire en sorte qu'elle puisse servir aussi d'exemple par rapport à d'autres communautés plus récemment arrivées à Marseille ou en France pour voir comment est-ce qu'on peut justement s'intégrer tout en gardant ses valeurs. Ouais. Et vous avez justement un Comorien qui est connu et reconnu et qui est un artiste comme Soprano. Non, je croyais que vous parliez de moi, d'accord. Non. qui est d'origine comorienne et qui est très apprécié par le public en général. Aujourd'hui, Soprano, oui, pour l'extérieur, est celui qui est le plus connu et qui est lui, du coup, typiquement l'exemple de ces jeunes français d'origine comorienne qui ont grandi dans des quartiers dans Marseille, qui ont commencé par le rap. Maintenant, c'est un peu plus ouvert comme musique, ce qu'il fait aujourd'hui. Mais il y a plein d'autres exemples. Soprano en est un, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais. Il y a aussi un groupe qui s'appelle le Troisième Œil, et à l'intérieur de ce groupe, il y a 2 Comoriens qui ont travaillé sur la version originale de la musique du film Taxi. Ouais. Donc voilà, les Comoriens sont... Je souris parce qu'en fait, alors il y a un de ces chanteurs, un de ces rappeurs avec qui j'ai grandi à Félix Piat, et l'autre qui était dans le groupe qu'on avait monté. Avant que le Troisième Œil se monte, il y avait un autre groupe. Donc vous étiez aussi un artiste. En fait, c'est un groupe, on était une bande de jeunes là, à fond sur le rap, l'une des premières d'ailleurs. Il y avait IAM qui était un peu les grands frères, et puis il y avait nous, les BTF, on était une dizaine et on dirigeait un peu le mouvement rap sur Marseille, et de là est né Troisième Œil. D'accord, donc avant de vous intéresser à la finance et à la politique, vous êtes d'abord intéressé à la musique. Je suis un caméléon, c'est comme ça que mes cousins me qualifient. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs vies, ouais.
vous pouvez pas, et pas forcément des choses recommandables, mais vous ne pouvez pas grandir les quartiers dans Marseille sans toucher un peu à tout. Et vous essayez de trouver la voie qui vous correspond le mieux, et c'est un parcours de vie. Hein. Et donc du coup, il y a eu à un moment donné aussi le rap, et puis la danse, et puis il y a eu la boxe, il y a eu, oui, il y a eu plein de choses. Donc vous avez été un sportif aussi. Aussi. D'accord. Ça c'était avant. D'accord. Pause. On a des granolas si vous voulez. Vous avez grandi dans les quartiers noirs. Noirs, j'allais dire. 1, 2, 3, je reprends tout de suite. 1, 2, 3, vous avez grandi. C'est ça en fait. C'est les quartiers noirs. Allez, arrêtez là, sinon je vais pas me concentrer. Donc vous essayez à la boxe, au rap, vous êtes très proche des associations comoriennes, et à quel moment vous décidez de vous impliquer dans le monde politique? En fait, il y a eu 2 événements, l'un dramatique, l'autre beaucoup moins. Le premier, c'est la mort d'Ibrahim Ali, qui a été assassiné par des colleurs d'affiches du Front National, 95, où là je me suis rendu compte qu'on pouvait comment dire, être tué juste pour sa couleur de peau ou juste pour son apparence au XXe siècle en France. Et donc évidemment, vous regardez des films, vous entendez des choses, etc. Sauf que tout ça c'était avant. Et là vous dites, ben oui, là juste au bas de chez toi, il y a un jeune que je connaissais, ben, il est possible de mourir d'une balle dans le dos en France, parce qu'on est noir ou parce qu'on a une casquette, ou voilà. Et donc ça a été un vrai électrochoc pour beaucoup de monde. Hein. Je veux dire qu'à Marseille, à l'époque, on a eu la plus grosse manifestation que la ville ait connue. Donc ça a été un vrai électrochoc pour toute la ville, et pour moi une prise de conscience politique, c'est-à-dire que si ça c'est possible, il faut que moi je fasse en sorte que ça ne le soit plus. Un autre événement, moins dramatique, je suis allé au conseil municipal, c'est la première fois que j'y allais. Et moi à l'époque, donc pour y assister, et moi à l'époque je pensais que pour être un homme politique, il fallait avoir de très hautes valeurs, qu'il fallait être un homme exceptionnel. Et là j'écoute un conseiller municipal qui est encore en activité, je ne citerai pas son nom. J'écoute 5 minutes et là je me dis, si lui décide pour moi, ça me pose un problème. Et je ne veux pas que des gens comme ça, parce qu'il était vraiment pas un politicien, en tout cas un homme politique à la hauteur, et donc je ne veux pas qu'un homme comme ça ait à décider de mon avenir ou celui de mes enfants, même si je n'en avais pas à l'époque. Et c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai commencé à m'investir et à m'intéresser à la politique. D'accord. Donc au début, vous n'êtes pas tout de suite à La République En Marche, hein. C'est quoi le parcours? Vous êtes d'abord à gauche? Non, parce que La République En Marche n'existait pas, donc c'est compliqué d'y être. En fait, moi je ne voulais pas entrer au Parti Socialiste. Parce que j'estimais, et j'estime encore, qu'ils se sont foutus des habitants des quartiers difficiles. Les habitants, et on a été là pour amener des voix, et lorsqu'il s'est agi de faire monter certaines personnalités de ces quartiers-là, ça a été à chaque fois, non mais tu es gentil, mais moi je vais te représenter. Toi tu n'as pas les compétences, moi je vais le faire. Et ça a été ça pendant des années. Et j'ai vu énormément de jeunes et de moins jeunes se casser la figure face à ce parti-là. Alors je ne sais pas comment ça se passait ailleurs, en tout cas à Marseille c'est comme ça que ça se passait, et donc pour moi il était hors de question de rentrer au Parti Socialiste, même si j'avais des valeurs qui peuvent être plutôt des valeurs de gauche. Et donc moi j'étais assez tôt sur l'idée de dire qu'il n'y a pas de clivage entre la gauche et la droite, en tout cas il n'y a pas de clivage tel qu'on l'imaginait ou qu'on l'imagine peut-être encore aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai fait de l'appui à la création d'entreprise, et j'ai vu énormément de chefs d'entreprise qui ne se payaient pas la fin du mois juste pour que les salariés puissent avoir leur salaire. Et entendre après des politiciens dire il y a les méchants d'un côté, ce sont les chefs d'entreprise, et puis il y a les bons de l'autre, ce sont les salariés, moi au quotidien c'est des choses que je ne vivais pas, donc je ne pouvais pas moi entrer dans ce schéma là, et donc j'avais besoin de quelque chose qui le dépasse. Et donc j'ai participé à l'aventure du Modem, puisqu'on était sur le même schéma, ou en tout cas la même volonté de dépasser les clivages que celle que j'ai pu connaître avec La République En Marche.
ni gauche ni droite. On essaie de dépasser tout ça et on se positionne vraiment dans un schéma qui est celui du 21e siècle et pas de celui qu'on a pu connaître à l'après-guerre. Et donc ça a été le MODEM que j'ai quitté en 2012 lorsque justement j'ai estimé que le parti devenait un parti de droite et commençait à le revendiquer. J'ai été sans étiquette et on est venu me chercher en 2014 pour faire barrage au Front National sur le 15e et 16e arrondissement de Marseille, ce qu'on a réussi à faire et pas sur un autre secteur où le Front National du coup a pris une mairie de secteur. Et ensuite ça a été l'aventure de La République En Marche. D'accord, où vous gagnez à 58%, c'est ça? Oui. Mais le plus important, c'est pas tant que j'ai gagné, c'est plus le fait qu'on ait encore eu dans un territoire où vous avez massivement des personnes qui sont issus de l'immigration, qui ont une histoire avec d'autres pays étrangers, où on est le Front National qui passe au second tour. C'est ça qui est vraiment inquiétant. Après que je gagne, bon, j'ai bénéficié évidemment de la vague En Marche, du fait que les Marseillais voulaient du renouveau, mais ce qui me préoccupe et qui reste préoccupant, c'est le poids du Front National dans ces quartiers. Qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce que vous proposez à ces quartiers aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on propose? Ce qui ne vous a pas échappé que je n'étais pas encore ministre, donc moi aujourd'hui, voilà, je ne propose rien à Saïd Hamada tout seul, je fais avancer les idées avec un groupe. Moi j'ai monté un groupe par exemple de un peu moins de 70 députés aujourd'hui, La République En Marche, autour des problématiques de la politique de la ville, donc on essaie de pousser des idées sur la manière dont ces territoires devraient être traités, sur les solutions qui peuvent fonctionner ou ne pas fonctionner, parce qu'on a l'avantage de quelques-uns de savoir quand même de quoi on parle, on y a grandi, on y a travaillé, on a été responsable associatif, donc on a vu à la fois les réussites et les échecs. Et je suis de ceux qui pensent que la politique de la ville, par exemple, a été un échec sur 40 ans. On peut me dire, sans politique de la ville, ça aurait été pire. Moi je pense que ça n'aurait pas pu être pire, et je vois pas ce qui peut être pire que d'avoir un mort toutes les semaines à Marseille. Donc la politique de la ville, à l'époque, c'était Bernard Tapie. C'était le Premier ministre de la ville, oui. Et aujourd'hui, on a encore une politique de la ville qui a été créée, en fait, pourquoi? Pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de clivage ou résorber les écarts de richesse entre les territoires. 40 ans après, on a toujours ces écarts, et la situation a empiré. On a maintenant des morts, des personnes qui ne se sentent pas du tout français inclus dans la société, donc oui, c'est un échec. Parce que pour homogénéiser le territoire, pour avoir des Français qui se considèrent comme les Français à part entière, vous ne pouvez pas pour ça créer une politique spécifique à l'endroit de publics spécifiques sur les territoires spécifiques. Ça va même intellectuellement, il n'y a pas de logique si vous voulez. Donc il faut qu'on sorte de ça, de cette stigmatisation même territoriale, voilà. Et qu'on arrête de considérer ces territoires comme des territoires un peu, différents, pour ne pas dire de seconde zone, sur lesquels on va décider à un moment donné, un peu comme pour les pays tiers, est-ce que oui ou non on va donner de l'aide publique au développement? Ben, c'est un peu ça. Aujourd'hui le raisonnement, et on l'a vu d'ailleurs avec le plan Borloo, la question c'est on va mettre encore de l'argent. Non mais la question c'est même pas ça, c'est est-ce que oui ou non on considère qu'il y a des Français dans ces territoires? Si c'est le cas, il y a même accès aux droits que les autres. Si c'est pas le cas, ben ok, bon alors ils ne sont pas français, on discute de l'aide publique au développement. Mais il se passe la même chose pour les territoires d'outre-mer. On parle d'équité, d'égalité réelle, etc. Sauf que oui, alors soit ils sont français et on met les moyens, soit ils ne le sont pas et puis ils prennent leur indépendance. Mais on ne peut pas être sur l'entre-deux, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a des Français qui ne se sentent pas français à part entière. Vous avez grandi dans les quartiers nord de Marseille, donc j'imagine que vous avez connu un moment des membres du groupe IAM ou de l'équipe de foot de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, qui sont vos amis? Pas les membres d'IAM ni des footballeurs. Alors évidemment oui, je les ai fréquentés au moment où le rap m'intéressait. Les membres d'IAM, ils n'étaient même pas connus d'ailleurs à l'époque. Il faut savoir comment ça se passait. On allait les suivre dans des concerts où on était les seuls spectateurs. Donc ça date de vraiment très très loin. Et non, par contre non, mes amis, les vrais, sont ceux que j'ai connus à l'époque. À l'époque, j'étais dans les quartiers nord, il en reste 3. Il y en avait plus à un moment donné, mais bon, passons. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains sont morts. Certains sont morts et donc il reste aujourd'hui ceux qui, comme on disait à l'époque, pourraient prendre une balle pour moi et je pourrais prendre une balle pour eux. C'est un peu. Après, il y a énormément de connaissances, des personnes dont je suis proche ou relativement proche, mais les vrais amis, il en reste très peu. Mais c'est très bien comme ça. Donc aujourd'hui, les connaissances que vous rencontrez, comment ils vous voient, comment ils perçoivent le fait que vous soyez aujourd'hui un homme politique?
C'est pas une surprise parce que c'est pas. Alors, il y a des députés pour qui ça a été une vraie nouveauté, qui n'avaient jamais fait de politique avant. Mais là, honnêtement, c'est plus une. On est sur une continuation de ce que je faisais déjà avant en termes d'implication. Vous savez, alors évidemment, vous avez vu le député et je suis élu depuis 1 an, sauf que l'implication que j'ai dans la société civile date de bien avant. Je l'ai un peu expliqué. Donc, pour eux, c'est plus une continuité, une continuation, un aboutissement éventuellement, qu'une révolution dans ce que je suis devenu. Alors évidemment, pour certains qui me voient moins souvent, c'est, oui, quand même. Sortir des quartiers nord de Marseille et devenir député, c'est d'abord la première fois que ça se passe. Parce que les gens ne le disent peut-être pas assez, parce que je pense qu'il faut le dire, parce que ça peut aussi servir d'exemple aux plus jeunes. C'est la première fois qu'on a un enfant issu d'immigration qui entre à l'Assemblée nationale. Et j'espère que ça va ouvrir d'autres voies. Et donc pour ces personnes-là qui me voient moins souvent, évidemment, c'est plus une surprise. Mais ceux qui me connaissent depuis longtemps, pas de surprise de ce côté-là.